on va pas tarder à y aller. Alors aujourd'hui, on va parler de GA4 et de RGPD, la protection des données personnelles, etc. Comment bien mesurer sa performance dans ce nouveau contexte, hein. Si vous travaillez dans le web marketing, vous avez pu voir peut-être une déperdition des données. Donc là, ça va être très très important de bien suivre ce que Nicolas et Alexis ont à nous raconter. Peut-être vous présenter rapidement, Nicolas et Alexis. Qui êtes-vous? Oui, merci. Moi, je suis Nicolas Cholet, je suis fondateur d'Unlest, qui est une société qui fait du conseil en data, surtout sur des sujets liés au marketing. Je trouve qu'à titre personnel, j'ai fait du SEO pendant presque 10 ans, parce que j'avais monté une agence il y a quelques années, et avant de me tourner vers la data il y a 3-4 ans. Et je suis accompagné d'Alexis. Bonjour à tous, donc moi je suis Alexis, je suis consultant web et data analyst, donc je travaille avec mes clients pour mesurer la performance justement de leur site web, améliorer leur connaissance client, et j'ai notamment pas mal travaillé sur GA3 puis maintenant sur GA4 depuis quelques temps, donc très au fait de la gestion de cet outil et de l'analyse de données là-dessus. Top, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde, c'est un sujet qui peut être un peu complexe, donc c'est important de faire un petit rappel. Et écoutez, bonne conférence à vous deux, et on se retrouve tout à l'heure pour les questions. Salut. Merci beaucoup. Je vais commencer pendant que les gens continuent à se connecter, par la petite présentation très rapide d'Unlest. Donc, voilà, on est une société de conseil en data marketing. Ça veut dire qu'on intervient sur tous les sujets de données, notamment tout ce qui est tracking, GA4, GTM, et puis toutes les alternatives à GA4. On fait aussi beaucoup de consolidation de données, de data ingénierie. Donc souvent, dans le monde du marketing digital, ça finit dans Google BigQuery. Il y a aussi d'autres choses. Donc, on fait tout ce qui est les pipelines de données, les transformations de données, etc. Et après, on a des équipes d'experts qui vont aider nos clients à utiliser la donnée, donc des data analysts, des gens qui vont faire des dashboards et de la BI, et après des experts sur l'utilisation de la donnée, sur le CRO, le marketing automation, etc. Voilà, on est une trentaine aujourd'hui, on travaille plutôt pour des grands comptes. On va passer directement sur la conférence en elle-même. En fait, il y aura deux grandes parties. La première partie, c'est les rapports indispensables dans GA4. C'est Alexis qui vous fera la démonstration de comment on navigue dans l'interface, mais plus spécifiquement pour le SEO, comment on crée des rapports spécifiques au SEO, comment on les sauvegarde, comment on les partage, ce genre de choses. Donc, quelque chose de très pratique. Après, on va parler des erreurs fréquentes, parce que c'est quand même un point très singulier de GA4 par rapport à GA3, qui est que probablement, il y a plein de fois où vous regardez des données qui sont fausses sans le savoir, ou en le sachant, mais bref, ça dépend des fois, parce qu'il y a beaucoup de moyens de se tromper ou de mal interpréter les données. Donc, on va voir les plus fréquentes. Puis après, une petite ouverture sur, finalement, GA4 étant parfois en fait incomplet, notamment à cause du sujet du consentement. On se tourne souvent vers la Search Console, donc un peu comment on peut croiser les deux. On n'ira pas dans le détail, parce qu'on pourrait faire 5 conférences entières là-dessus, mais on va un peu aborder ce sujet. Et alors, je voudrais commencer par une petite devinette pour réveiller un peu tout le monde. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre GA4 et la mécanique quantique? Je vais vous laisser, c'est une question rhétorique, hein, donc je vais même pas lire vos réponses. Alors non, ça peut dépendre de l'observateur aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des fois la donnée, elle est juste et elle est fausse en même temps. C'est assez rigolo. Mais non, je vous ai trouvé une petite citation qui correspond assez bien. Si vous pensez que vous avez compris GA4, c'est probablement que vous ne l'avez pas utilisé suffisamment, en gros, pour faire très simple. C'est-à-dire que c'est un outil qui, au début, est un peu abrupt, la première fois qu'on l'utilise, puis après, en fait, on commence à s'habituer malgré tout et à retrouver un peu ces petits. Et puis, en fait, plus on regarde de compte, plus on se rend compte qu'il y a quand même des choses qu'on n'avait pas compris et qu'on pensait avoir compris. Donc, voilà, c'est un monde, il n'est pas incompréhensible, mais la réalité, c'est que pour des data analysts où c'est le métier, on finit par vraiment bien comprendre les subtilités, mais que du coup, voilà, il faut y passer pas mal de temps en réalité. Bon, c'était ma petite intro, mais là, le but justement, c'est de démystifier tout ça et d'aller commencer par regarder vraiment les rapports indispensables, les rapports essentiels, et je vais laisser Alexis reprendre la main. Yes, avant de rentrer justement dans la démo un peu pratique de ce qu'on voulait vous présenter des différents rapports qu'on vous invite à utiliser,
Avant peut-être de rentrer là-dedans, justement, on voulait juste revenir sur la base de la base, c'est-à-dire comment identifier le trafic SEO, ce dont on parle aujourd'hui, dans GA4, c'est-à-dire comment retrouver ce trafic-là, comment il est défini avant même de regarder et d'analyser sa performance. Donc un petit rappel, hein, mais GA4 par défaut va classifier l'essentiel du trafic qui arrive sur votre site en fonction notamment du référeur, en fonction aussi du thème et d'ID publicitaire qui permettent à GA de classifier le trafic. Donc pour rappel, la partie SEO, on s'intéresse réellement à toutes les visites dont le référeur, donc le site qui a envoyé la session, et soit Bing, soit Google, soit un équivalent, un moteur de recherche équivalent, et qui n'a pas d'identifiant publicitaire comme le Gclead ou du TM spécifique. Donc c'est un des moyens pour que la session soit classifiée comme étant en provenance du SEO, ou alors on a un UTM Medium, donc un UTM spécifique qui est dédié à organique, qui est classifié comme organique. Donc ça, c'est comment c'est défini. Pour après, comment le retrouver dans GA4, on va plutôt s'intéresser aux dimensions que j'ai mis en dessous. Le default channel grouping, on va retrouver l'ensemble du trafic SEO dans Organic Search, la source qui va être soit Google, soit Bing, soit les équivalents évidemment, et le medium qui sera 100% du temps égal à organique. Donc ça, c'est très rapidement en introduction pour rappel, pour vous rappeler comment retrouver et identifier ce trafic SEO et comment il est défini. L'idée maintenant, c'est de vous montrer concrètement la plateforme GA4, vous montrer à quoi ressemblent les rapports qu'on vous recommande. On va voir deux rapports qui sont natifs dans GA4 et un rapport que nous, on recommande de créer un rapport personnalisé. Donc là, la vidéo, normalement, que vous voyez, elle était un petit peu floue au départ. Normalement, c'est bon maintenant. Donc là, je suis directement dans l'interface GA4, pour ceux qui ne la connaissent pas. Là, on est sur un compte Nest spécifique. On a différentes classifications dans l'arborescence et dans le paramétrage de GA4. On a différents onglets. Là, on s'intéresse à l'onglet rapport, qui est celui qui nous intéresse pour mesurer la performance. Et à l'intérieur de cet onglet rapport, on va retrouver une architecture qui peut vous faire penser un peu, pour ceux qui sont encore nostalgiques de GA3, on peut retrouver les différentes catégories de rapports avec le classement de l'utilisateur et le suivi de l'utilisateur en fonction de son engagement sur le site, avec l'acquisition, l'engagement et la monétisation. Pour ce qui est du premier rapport qu'on voulait vous montrer, on va s'intéresser au trafic acquisition. C'est un rapport natif de GA4 dans lequel on va retrouver la provenance des sessions, ce qui est un petit peu différent du user acquisition qui est son équivalent, mais qui lui s'intéresse à la première session de l'utilisateur. J'y reviendrai ensuite. Donc ici, on retrouve un peu l'arborescence classique, enfin le visuel classique d'un rapport GA4 où on a les graphiques en haut avec les évolutions dans le temps du nombre de sessions, et en dessous, le tableau qui récapitule un petit peu l'ensemble des performances avec les dimensions et métriques qui sont différentes selon les différents types de rapports. Donc là, dans le rapport de trafic acquisition, on va retrouver l'ensemble des métriques sur la notion de session, donc la provenance de session. Ici, pour peut-être vous remontrer rapidement les basiques de basiques, mais je pense que tout le monde a déjà un petit peu mis le nez dans GA4, on retrouve le sélectionneur de date qui est un petit peu ISO à ce qu'on avait dans GA3 précédemment, pas de grandes nouveautés là-dessus. Et on va retrouver surtout ce qui va vous intéresser, c'est le tableau du bas pour vous définir un petit peu ce qu'on peut voir. Donc ce tableau, pour rappel, il va vous donner donc les performances par provenance de sessions, donc c'est-à-dire d'où sont venues les sessions sur votre site et mesurer les performances de ces différentes provenances de trafic. Donc les provenances de trafic, on les retrouve dans les dimensions primaires, où on va retrouver différentes dimensions, le default channel grouping, la campagne, le medium, etc. Ce qui nous permet de voir les performances en fonction des différents provenance de session. On a le rapport, je reviens sur la notion d'utilisateur. La différence avec le User Acquisition Report, c'est qu'on a exactement les mêmes dimensions, mais cette fois-ci au niveau First User. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'information de campagne, source default, channel grouping, etc. de la première session de l'utilisateur. Donc on a deux notions très proches, mais en même temps très différentes, qui est un des pièges classiques de GA4 sur lesquels on peut facilement tomber. Si je reviens donc à notre rapport qui nous intéresse réellement, là je suis vraiment sur la provenance de chacune de mes sessions de mon site, je vais pouvoir un petit peu fouiller les performances que j'ai sur ces sessions et donc sur la provenance de ces sessions. Ici, j'ajoute par exemple le source medium pour m'intéresser par exemple à l'organique, ce qui me permet de filtrer, on peut regarder un petit peu rapidement sur l'organique pour regarder les performances. Donc sur la première ligne, on retrouve par exemple le Google Organique qui vous intéresse et que vous connaissez tous et qui permet de mesurer les performances de ce levier par rapport aux autres leviers qu'on a en dessous. On retrouve du coup dans les metrics des notions classiques que vous connaissez déjà, les utilisateurs, les sessions, donc encore une fois avec la petite nuance, mais on retrouve des nouveautés un peu pour ceux qui ne sont jamais dans GA4, on retrouve notamment la notion de sessions engagées, qui sont en fait, c'est un peu la nouvelle notion de qualité dans GA par rapport à GA3, où on avait le taux de rebond pour faire très simple. Maintenant on parle d'engagement, et donc une session engagée, c'est une session qui fait
à minima 2 pages vues, ou alors une conversion, ou alors qui a passé plus de 10 secondes sur le site, donc ce qui est proche de la définition d'une session non rebondie historiquement, mais qui est un peu différente, notamment avec la notion de temps passé. Donc cette notion de qualité, on la retrouve en temps passé, on la retrouve aussi avec le taux d'engagement, qui est du coup en quelque sorte l'inverse du taux de rebond historique de GA. Et on peut ensuite retrouver les performances d'engagement des utilisateurs qui proviennent de des sessions qui proviennent des différentes sources, pour retrouver ici le nombre d'événements qu'on va avoir pour chacune des sources et le nombre de conversions. On peut d'ailleurs filtrer pour s'intéresser à des événements en particulier, qui peuvent être des objectifs un petit peu macro, micro, et donc voir les performances de chacune des sources en fonction de cet événement ou de cette conversion. Pour rappel, une conversion, c'est en fait un événement qui a été marqué comme conversion, soit de manière automatique comme le purchase, soit de manière choisie par vos soins, avec des objectifs qui sont propres à votre business à vous. Ici, on prend l'exemple chez Adnest d'une des pages spécifiques de notre site qui est notée comme conversion chez nous. Et donc, on peut voir rapidement que l'organique apporte beaucoup de conversions de cette page vue spécifique. Surtout si on trie le tableau avec la petite flèche qui est ici, on peut trier le tableau pour voir ce qui apporte le plus en décroissant ou en croissant. Ce qui a d'ailleurs pour effet de modifier les graphiques au-dessus. On voit maintenant l'évolution de cette conversion, enfin de cette métrique en particulier, plutôt que l'évolution des sessions qui est le graphique par défaut. Une fois qu'on a vu un peu ces éléments-là pour voir la performance du SEO par rapport au reste du trafic, on peut filtrer le rapport pour s'intéresser seulement au SEO, ce qui va sûrement être un des points que vous allez chercher à faire. Donc, on a le bouton de filtre en haut qui nous permet de choisir de filtrer sur certaines dimensions. Ici, je prends l'exemple du Default Channel Grouping que je vais filtrer sur l'Organic Search, ce qui va me permettre, une fois que je l'ai appliqué, de voir exactement le même rapport, mais cette fois-ci filtré seulement sur l'Organic Search. Et donc, je vais retrouver mes évolutions, mes statistiques, mais cette fois-ci filtrées sur l'Organic Search. Et donc, qui peut me permettre de comparer à l'intérieur de l'Organic Search certaines performances de moteur de recherche, device ou autre. Un petit peu dans la même idée, on a ce qu'on appelle les comparaisons qui nous permettent, vous voyez le menu à droite ressemble pas mal à ce que je montrais juste avant en termes de filtre. Ça nous permet de créer un équivalent de segment, si vous voulez, sur la partie SEO, donc toujours la même chose sur l'Organic Search. Mais cette fois-ci, au lieu de filtrer le rapport seulement sur le SEO, ça me permet de créer des segments de comparaison, et donc ici de comparer en l'état la performance du trafic SEO versus le total du trafic, donc all users. Et je pourrais imaginer ici le faire, par exemple, le SEA versus le SEO ou Google versus Bing. Et l'avantage par rapport au filtre, c'est qu'en plus de ça, ces comparaisons vont se maintenir entre les différents rapports, une fois que je vais changer de rapport et naviguer dans l'interface GA4. Donc ça, c'est le premier rapport qui nous paraît intéressant à vous montrer pour mesurer vraiment la provenance du trafic et donc la volumétrie que le SEO vous apporte, et déjà avoir une idée de la qualité de ce trafic-là en pouvant le comparer à d'autres leviers. Un autre élément qui est intéressant à regarder, un autre rapport, même chose, je renavigue, ça redevient flou, j'ai changé de vidéo, mais si je retourne dans la partie rapport, mais cette fois-ci je m'intéresse à la notion d'engagement puis de landing page, je vais pouvoir retrouver un rapport ici de landing page qui va me permettre de comprendre sur quelle page sont arrivées les sessions de mon site, c'est-à-dire quelle est la page d'entrée par laquelle sont entrées la totalité des sessions qui ont lieu sur mon site. Et donc, je vais retrouver un rapport qui ressemble au Traffic Acquisition Report dans la structure, avec un graphique en haut et un tableau en bas. Et je vais retrouver ici, en fait, les performances de mes landing pages, donc c'est la seule dimension primaire que je vais retrouver, et donc associée avec les différentes métriques qui vont avoir un lien avec cette notion de landing page, notamment le nombre de sessions, c'est-à-dire le nombre de sessions qui ont commencé par cette page qui est sur la première colonne, et à côté des notions d'utilisateurs. Nous, on est assez frileux sur l'utilisation de user et new users, puisque pour nous, une landing page est associée à une session et non pas à un utilisateur, c'est-à-dire qu'un utilisateur peut faire plusieurs sessions, et donc d'avoir plusieurs landing pages. Donc nous, on vous recommande réellement de vous concentrer sur la notion de session plutôt que d'utilisateur pour mesurer la performance. Donc ici, j'ai donc la notion de session, de temps passé, de temps d'engagement, donc j'ai déjà un petit peu parlé dans la partie acquisition pour la mesure de la qualité, et je retrouve ma mesure du nombre de conversions qui vont être associées au landing page et le revenu si jamais j'ai des conversions qui ont une valeur de revenu, ce qui n'est pas le cas sur mon exemple, mais qui pourrait être le cas dans du e-commerce. Donc si je reprends, c'est-à-dire que ici, dans ce rapport de landing page, j'ai l'ensemble de mes sessions et la page par laquelle ces sessions ont commencé pour comprendre par où sont rentrés mes utilisateurs, enfin mes sessions, et pour savoir mesurer derrière
sur ces landing pages, ces pages d'entrée, quelles sont celles qui performent le mieux en termes d'engagement, c'est-à-dire est-ce que parmi toutes les sessions qui commencent sur cette page, est-ce que j'ai des sessions qui sont de qualité et donc un engagement qui est important sur ces pages-là. Même chose sur ce rapport, je peux jouer avec sur les événements, les sessions, retrier un petit peu forcément pour voir les pages qui apportent le plus de sessions. Là, en l'état, je suis en session décroissante, donc je vois directement les pages qui apportent le plus de sessions. Et je peux imaginer aussi ajouter une source, une dimension secondaire, comme le default channel grouping, pour voir par default channel grouping quelles sont les landing pages les plus communes. Et donc là, je refais le lien avec le SEO forcément. Je peux retourner et filtrer mon tableau et mon rapport par default channel grouping. Et donc, encore une fois, le filtrer seulement sur le SEO, ce qui va me permettre de m'intéresser cette fois-ci au trafic SEO seulement et retrouver mes pages qui ont le plus attiré de trafic SEO sur mon site. Et donc là, on retrouve que la homepage forcément attire beaucoup, mais on a aussi un article sur GA4 qui a attiré beaucoup de sessions avec un engagement qui est quand même plutôt fort, avec 1 minute 40 et un certain nombre de conversions. Voilà pour le rapport. Ouais. Je vais t'arrêter une seconde parce qu'il y a quand même quelques questions auxquelles si on ne répond pas maintenant, en fait, il n'y aura plus de contexte. Oui. Alors, il y a pas mal de gens qui disent que ça va un peu vite. Alors, c'est vrai. Après, c'est pas toujours… Enfin, voilà, dans la conf, on présente les choses. Il y a des choses pour qui, finalement, ça c'est relativement connu, d'autres pour qui c'est nouveau, etc. Et effectivement, c'est pas une formation à part entière et le replay aussi permettra d'aller plus lentement. Et puis nous, on a aussi, je vous partagerai les liens à la fin, mais des webinaires plutôt un peu plus formation qu'on avait enregistrés avant, moins orientés SEO. Donc là, le but, c'était quand même de se concentrer sur les choses liées au SEO, puis après aussi de voir un peu les erreurs les plus fréquentes, quoi. Quelques questions. Alors, les questions, les alternatives, est-ce que c'est légal GA4 et tout, on traitera ça à la fin. Il y avait une question sur comment créer les événements. Là, tu parlais, Alexis, des événements et des conversions. En gros, les événements, ils sont envoyés au moment de la collecte. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du tracking dans GTM ou autre, on envoie des événements. Et après, parmi ces événements, on peut en sélectionner une partie pour devenir des conversions, auxquelles on donne un statut un petit peu particulier. Et ça se fait dans l'admin de GA4. On a une petite question, Alexis. Comment exprimer les graphiques par mois et non par jour? La question piège. La fameuse question. Alors effectivement, là, dans le rapport en l'état, on ne pourra pas forcément voir ce graphique en haut en mensuel. Le mieux, c'est de se recréer soit un rapport dédié, soit de offrir des visualisations dans Explore ou dans Looker Studio. Mais en l'état, dans le graphique par défaut qui est affiché, on ne pourra pas forcément le modifier. Voilà, cette granularité. Il y a plusieurs questions sur le trafic unassigned, sur les landing pages, note set, etc. C'est la deuxième partie justement sur les choses classiques parce que vous verrez ça dans à peu près tous les comptes. Et voilà. Donc je te laisse recontinuer, Alexis. Yes, justement, là, c'était l'idée de vous présenter les 2 rapports majeurs qui sont par défaut sur l'ensemble des comptes et que vous allez sûrement utiliser dans la mesure de la performance. Pour nous, une des recommandations qu'on fait souvent, ou en tout cas quelque chose qui nous paraît pertinent, c'est de créer son propre rapport. Et c'est là-dessus où on va vous montrer sur cette vidéo-là. L'idée, c'est de partir d'un rapport qui est déjà existant, comme le Traffic Acquisition dont je vous ai parlé précédemment. En cliquant en fait sur le rapport, alors je vais juste vous remontrer ça ici, on a la notion de customisation du rapport en haut à droite avec le petit crayon qui apparaît en bleu en haut à droite de l'écran qui va nous permettre de partir d'un template déjà existant comme le rapport de Traffic Acquisition et de le customiser, de le personnaliser en fonction de ce qui m'intéresse. Donc là, on retrouve la structure de rapport sur laquelle je vais pouvoir jouer en fait en modifiant directement les dimensions, les métriques et surtout d'utiliser et ajouter un filtre à ce rapport-là, ce que je vous ai montré déjà précédemment, c'est-à-dire d'ajouter un filtre, de choisir la dimension du default channel grouping sur lequel je peux filtrer sur l'organic search. L'avantage et l'objectif derrière, c'est de vous montrer un rapport que je peux afficher dans mon architecture GA4 et donc de le préfiltrer sur le trafic SEO qui m'intéresse. Par défaut, les rapports de Traffic Acquisition nous donnent un certain nombre de dimensions. Moi, ici, je vais m'intéresser à modifier ces dimensions-là parce que le channel grouping, je l'ai filtré, donc j'en ai plus forcément besoin. Et à contrario, je vais plutôt avoir tendance à ajouter certaines dimensions qui sont intéressantes pour la mesure de la performance, comme le device ou comme le browser et comme la landing page qui va me permettre de faire en un seul rapport ce que je vous présentais précédemment sur 2 rapports différents et donc simplifier un peu la vie des utilisateurs.
Une fois que j'ai appliqué mes modifications de dimension, je les vois apparaître à gauche dans le dimension primaire, ce qui me permet du coup de choisir la dimension qui m'intéresse et donc pouvoir switcher entre la source, la landing page, etc., etc. Derrière, ce qui peut être intéressant, c'est aussi de modifier les métriques, puisque comme je l'ai dit, nous, on n'est pas forcément très fan d'utiliser la notion d'utilisateur à ce moment-là. Et à contrario, pour certains nostalgiques de GA3, on pourrait imaginer ajouter le bounce rate ou alors avoir la notion de conversion rate, donc le taux de conversion qui fait le ratio entre les conversions et les sessions, pour avoir une notion de qualité encore un peu plus avancée que l'engagement rate, ou en tout cas un second niveau de mesure de la performance. Une fois que j'ai fait ces modifications-là, je peux, comme vous le voyez en haut à droite, sauvegarder les changements de ce que je viens de produire, donc sauvegarder le rapport en l'état. Et une fois que je vais le sauvegarder, donc je peux le créer comme étant un nouveau rapport ou sauvegarder un rapport à l'état. Moi, je vais créer un nouveau rapport, lui donner un nom spécifique et potentiellement une description si jamais je veux le partager, ce qui est souvent le cas avec d'autres collaborateurs ou avec le client, ce qui va me permettre ici de créer un nouveau rapport. Donc, quand je crée un nouveau rapport, ce rapport, il est préfiltré, il a les dimensions que j'ai choisies. Pour autant, il n'apparaît pas encore dans mon arborescence à gauche dans le menu de GA4. Donc, si je vous remontre l'arborescence à gauche, le report, acquisition, ici, je ne retrouve pas mon rapport SEO, il n'existe pas encore dans l'arborescence. Pour pouvoir l'ajouter, parce que je pense que c'est l'objectif final, c'est d'avoir ce rapport-là, je peux aller dans la librairie qui est en bas à gauche de l'écran, où je retrouve mon rapport complet. Et en fait, pour pouvoir l'ajouter dans l'arborescence qui est à gauche, on s'intéresse à ce qu'on appelle des collections. Les collections, c'est les catégories que vous avez à gauche, comme Lifecycle ou Search Console que vous voyez à l'écran, qui sont des collections, donc des ensembles de rapports qui sont affichés sur votre arborescence, qui sont publiés sur l'arborescence. Et donc ces collections-là, je les vois apparaître ici, toutes ne sont pas publiées, et je peux en fait éditer, donc typiquement le Lifecycle qui est publié, je peux éditer cette collection, et choisir d'y intégrer des rapports spécifiques, ou alors, au contrario, d'en enlever certains. Donc là, en l'état, pour l'exemple, je vais ajouter mon rapport SEO, rapport complet. Donc en drag and drop, je vais pouvoir l'ajouter en dessous du traffic acquisition, qui est son équivalent un peu spécifique. Puis je vais pouvoir le sauvegarder donc à la collection existante. Et une fois que j'ai fait ça, puisque la collection est déjà publiée, vous allez pouvoir retrouver ce rapport directement dans l'arborescence, disponible dans l'acquisition, dans le rapport SEO. Et donc, une fois que je vais dans ce rapport-là, je retrouve mon rapport préfiltré avec les dimensions qui m'intéressent et les métriques que j'ai choisies. Donc, c'est un moyen de donner accès aux personnes concernées et qui sont intéressées par ce point-là, de trouver directement les performances du SEO seulement et d'éviter de naviguer aux personnes dans GA4, de retrouver des infos dans différents rapports et de devoir refiltrer ces rapports-là. Voilà pour la démonstration. Je te laisse, Nicolas, peut-être repartager les slides pour aller juste après. Oui. Alors, il y avait quelques, il y avait quelques questions en fait qu'on traitera plus tard. Et puis il y a des gens qui, ça va trop vite. Et aussi, oui, mais c'est en anglais, c'est pas pratique. Alors pour le coup, moi je conseille vraiment toujours de mettre en anglais. Pour une raison qui est très simple, c'est qu'en fait, GA4, il y a déjà pas mal de manières de se tromper sur les métriques qu'on choisit. Encore une fois, source, session source et first user source, c'est pas la même chose. Et en plus, c'est très mal traduit. Donc, si vous passez en français, je trouve que ça augmente les chances de se tromper. Et en plus, la plupart de la documentation qu'on trouve sur Internet est quand même en anglais, enfin celle qui est le mieux fait. Et en fait, en allant chercher le nom des métriques en français et tout, on finit par plus rien y comprendre. Donc c'est vrai que moi, j'avoue que je conseille en général de passer tout en anglais parce que c'est plus précis, quoi. Voilà. Allez, je te laisse continuer, Alexis. Yes. Pour récapituler un petit peu ce qu'on a pu voir pendant la démo, il y a deux pièges sur lesquels j'ai un petit peu mis l'accent, et en tout cas, je voulais réintervenir là-dessus. Sur GA4, pour nous, il y a deux pièges assez évidents dans lesquels les utilisateurs peuvent tomber quand il s'agit de mesurer la performance. Le premier, c'est ce qu'on appelle le scope des dimensions. C'est là où je vous ai reparlé de la différence entre le rapport qui s'appelle User Acquisition et le rapport qui s'appelle Traffic Acquisition. Donc, c'est deux rapports qui sont différents et qui s'intéressent pour l'un aux sessions, c'est-à-dire l'ensemble des visites qui se passent sur mon site, et pour l'autre aux utilisateurs, c'est-à-dire à un niveau supérieur, entre guillemets, et qui va
associer la provenance de l'utilisateur seulement à sa première session, et cette provenance-là ne va pas bouger sur les sessions suivantes. Donc c'est vraiment très différent, et ce que vous devez retenir, et ce qui est le plus simple à retenir, c'est que c'est le niveau session qui est vraiment important et qui est plutôt l'équivalent à ce qui existait dans GA3. Donc les rapports que vous aviez dans GA3, l'équivalent c'est le rapport Traffic Acquisition avec les dimensions qui s'appellent Session Source, Session Campaign, Session, etc. Et le second point, c'est la partie landing page. Encore une fois, sur les rapports, on voit intervenir souvent les notions d'utilisateur dans les rapports qui sont prédéfinis avec la landing page. Pour nous, ça n'a un sens qu'au niveau session, puisque c'est défini au niveau session comme étant la première page d'arrivée de la visite pour chacune des visites. Pour faire suite un petit peu à la démo, on a dit que par défaut, GA4 savait classifier la provenance des utilisateurs SEO en fonction du référeur, etc., pour comprendre d'où viennent les personnes. Pour aider un petit peu à mieux classifier et catégoriser le trafic dans GA4, on a quelques bonnes pratiques qu'on voulait vous partager. La première, c'est notamment sur le shopping organique, donc les vignettes qui ne sont pas payantes dans l'onglet shopping de Google. Il y a une intégration qui existe entre le Merchant Center et GA4, donc pour les e-commerçants, ça peut être assez intéressant de l'activer, enfin en tout cas de l'intégrer et ensuite d'activer l'auto-tagging, ce qui permet par la suite automatiquement de voir remonter le trafic de ces vignettes gratuites noté comme du organic shopping et donc de pouvoir voir le volume de sessions associé à cet organic shopping. Une autre bonne pratique, c'est aussi de taguer ces URL Google My Business, c'est-à-dire en gros, dans Google My Business, vous pouvez rajouter à vos URL de destination, qui sont en général des pages de magasins ou de centres ou choses comme ça, des UTM. Et donc, c'est vraiment mieux si vous rajoutez les UTM. Et donc, ce qui est conseillé, c'est de rajouter typiquement source Google, UTM médium organique. Pour la campagne, vous mettez ce que vous voulez, par exemple GMB. Mais ce qui est important, c'est d'avoir médium organique. Et ça va être utile à la fois pour retrouver les visites issues de GMB dans GA4, et puis en fait aussi dans Search Console, parce que vous avez aussi sur les clics, etc., les impressions, vous aurez cette info-là et vous pourrez également filtrer. Dans les bonnes pratiques qu'on recommande, notamment pour les personnes qui sont en train de se questionner sur le passage entre GA4 et GA3, on recommande d'utiliser un rapport qui est disponible dans la démonstration. On pourra vous l'envoyer, je pense que Nicolas pourrait le partager. Mais en tout cas, c'est un rapport qui est sur Looker Studio qui permet de comparer des données GA3 à des données GA4. Donc, c'est qu'on compare une vue GA3 à une propriété GA4, ce qui nous permet d'avoir dans les ordres de grandeur les différences entre GA3 et GA4. Il y en aura toujours forcément des écarts entre les deux outils. On va dire qu'il y a un niveau d'écart qui est acceptable du fait déjà des définitions qui peuvent être un peu différentes sur les sessions, etc. Et donc, de ce fait, l'utilisation de ce rapport-là va vous permettre de vous rassurer sur les écarts. Nous, ce qu'on a un peu comme, pour donner une règle un petit peu, même si c'est pas une science exacte, on n'a pas forcément, nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on a plus de 10% d'écart entre GA3 et GA4, c'est que potentiellement, il y a un scope qui est différent. Donc, potentiellement plusieurs sites, comme nous, c'est le cas sur notre rapport, plusieurs sites, enfin des sites qui sont différents entre GA4 et GA3, ou alors c'est vraiment un souci de tracking, et là, c'est souvent ce qu'on peut trouver, et il s'agit de modifier le reporting, donc le tracking, pardon. Donc c'est un outil qui est fait par une agence américaine et qui peut vous aider à voir directement sur les grandes métriques, les sessions, les utilisateurs, les pages vues et les événements, de comparer un petit peu entre GA3 et GA4 pour se rassurer et comprendre les différences de définition potentiellement. Donc on vous invite vraiment à le faire plutôt sur l'historique, parce que normalement GA3 ne traque plus de données depuis juillet ou un petit peu après pour ceux qui ont eu du RAB. Mais en tout cas, voilà, de faire plutôt sur l'historique, sur le mois de juin par exemple, et de comparer votre GA4 à GA3 pour comprendre les écarts et s'assurer que tout soit OK sur le paramétrage de GA4. Ensuite, autre chose, pour ceux qui définitivement n'aiment pas l'interface de GA4, vous avez quand même le connecteur natif Looker Studio. Alors, au début, il a vraiment créé beaucoup de mécontents parce qu'en fait, il y a deux choses. Google, ils avaient imposé un quota par jour. Depuis, ils ont fait x10 sur le quota. Donc, normalement, vous n'êtes pas trop limité, enfin, beaucoup moins qu'avant. Et l'autre chose, c'est qu'il était incomplet. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de métriques ou de dimensions qu'on ne retrouvait pas. Donc, maintenant, il est plutôt complet, propre. Vous pouvez faire vos analyses, vous pouvez faire des vues par mois, etc. Donc, je vous conseille de l'utiliser. Point important quand même, on revient sur ce sujet de quelle dimension choisir. Si vous choisissez, regardez, ici on a mis un filtre sur source, on a commencé à taper le nom.
En fait, vous avez plein de dimensions qui s'appellent source. Et dans GA3, vous preniez source. Et ben aujourd'hui, il faut prendre session source, qui est l'équivalent, parce que toutes les autres, elles correspondent à d'autres métriques et d'autres dimensions. Et donc, si vous choisissez ça, vous aurez probablement des chiffres, mais qui ne veulent pas dire ce que vous pensez, en fait. Donc, c'est vraiment un point, enfin, si encore une fois, c'est qu'une chose à retenir, je pense que c'est ça, parce que c'est là où on voit beaucoup d'erreurs. Des gens, ils m'envoient des screenshots, ils ne comprennent pas et tout ça. Et en fait, en général, c'est là que se passe le problème. Ensuite, donc là, on a vu une partie un peu démonstration. Alors effectivement, il y a un débat quasiment sur le chat. C'est pas une formation. On en a fait une formation gratuite d'1 heure qui était un peu plus. Je vous remets le lien là, qui était plus longue et tout ça, qui était faite pour ça. Là, le but, c'est de parler des sujets SEO quand même et de faire une ouverture. Encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir là, c'est faites attention à ce que vous regardez, dans quel rapport vous regardez, notamment session versus user. Il y a les rapports de landing page, c'est quand même la base du SEO, quoi, je pense. Et après, il y a comment créer des rapports personnalisés et les partager. Et évidemment, le but, c'est plutôt de vous inciter à aller voir un peu les sujets après par vous-même. Alors maintenant, on va attaquer le sujet des erreurs fréquentes, des problèmes de chiffres, etc. et comment on les évite. Donc, il y en a une première qui me semble, qui est très, très importante, qu'on va appeler le thresholding. Parfois, souvent, quand vous faites vos rapports, vous verrez en haut, là, vous avez la flèche rouge qui pointe vers un panneau de danger. Et ça veut dire quoi? Vous ouvrez le truc et il y a plusieurs choses qui peuvent apparaître. Mais en l'occurrence, là, mon rapport, il est échantillonné, donc thresholding en anglais. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, j'ai 43 000 sessions Organic Search. Vous voyez, je suis Organic Search, j'ai 43 000 sessions sur ma période. Et puis là, je vais rajouter une dimension d'analyse. Donc, je vais regarder mon rapport landing page. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'un coup, sur la même période, en changeant rien d'autre, j'ai que 24 000 sessions, la somme. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand il y a du thresholding qui est appliqué, ce que va faire l'outil, c'est qu'il va vous montrer que les lignes qui ont beaucoup de volume. Par exemple, ma home, j'ai 8800 sessions, la deuxième, j'ai 1300. Et à partir du moment où j'ai moins de à peu près 20 ou 30 sessions pour chaque ligne, il ne les montre plus. Pour des raisons obscures, on en parlera après, mais c'est comme ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a même pas de ligne node set ou other. C'est-à-dire que la somme est fausse. Donc, en gros, pour moi, dès que vous avez ce signal de danger, il faut vraiment regarder si le thresholding est appliqué et vous regardez n'importe quoi qui n'est pas ultra macro, c'est faux. Hein. Et donc, je vais vous montrer maintenant comment on contourne ça. Le problème, c'est que normalement, on n'a pas à s'occuper de ce genre de truc quand on fait juste de l'analyse ou qu'on fait du SEO. Malheureusement, avec GA4, on est un peu obligé. Ce qui se passe, en fait, c'est que Google, il propose différentes manières, ce qu'il va appeler reporting identity, c'est-à-dire, en fait, comment il identifie un utilisateur. Le truc de base, c'est ce qu'on appelle device-based. Là, vous voyez ma flèche rouge en bas, c'est comme ça que fonctionnait GA3, c'est basé sur les cookies. Et GA4, il propose d'autres choses. Il propose d'utiliser en fait sa connaissance des utilisateurs via les comptes Google pour faire du merge. Et aussi, il va utiliser ce qu'il appelle Google Signals pour la même chose. Enfin bref, tout ça, c'est un peu lié. Et donc, Google, il va rajouter des données, en théorie, pour être plus précis, pour vous permettre de mieux compter les utilisateurs. Mais le problème, c'est que la contrepartie de ça, c'est que quand vous appliquez ça, Google, il vous met du thresholding. Et donc, en fait, vos données deviennent à peu près toutes soumises à interprétation. Donc, nous, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vous allez dans Reporting Identity, vous cliquez sur Device Based, vous attendez et vous rafraîchissez vos rapports. Parce que ce qui est rigolo, c'est que c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre de manière rétroactive et vous avez la donnée. La collecte n'est pas impactée, c'est vraiment l'affichage. Et en fait, dans 90% des cas, quand les gens ne comprennent pas leurs données, je dis, on va dans l'admin, tu regardes dans Reporting Identity, tu cliques sur Device Based, on recommence et en général, c'est bon. Donc là, dans l'exemple, c'est ce qu'on a fait. Donc à gauche, j'ai le rapport sans avoir cliqué sur Device Based. À droite, je l'ai fait. Et donc, vous voyez, à gauche, j'ai mes 24 000 sessions. À droite, j'ai un tic vert là, qui m'indique qu'il n'y a pas d'échantillonnage. Et j'ai retrouvé mes 42 000 sessions. Et voilà. Et donc, magie, ça fonctionne. Donc, vraiment, ça, c'est un truc qu'il faut faire super gaffe. Dès que vous allez regarder des choses, comme une fois des landing pages, des téléchargements, des événements un peu précis, en fait, vous avez assez vite de l'échantillonnage.
C'est un élément ensuite qu'on voulait montrer, qu'on a vu aussi dans la démonstration. C'est sur la notion des landing pages. On l'a évoqué déjà précédemment, comme on le voit assez facilement dans le rapport landing page en ligne 2, où on voit qu'on a pas mal de node set, c'est-à-dire des sessions qui ont une landing page qui est écrite en node set. C'est quelque chose qui est fréquent sur les comptes qu'on peut voir de notre côté, qui est toujours un petit peu, il y a toujours une partie de résidu entre guillemets, dans le sens où on a forcément une ligne qui existe et qui va forcément avoir du node set. Pour autant, pour nous, sur cette cause-là, on a déjà identifié chez nous quelques causes de ce node set landing page. Ça provient souvent de l'implémentation, avec 2 exemples que je vous ai mis, mais ce qu'il faut retenir, c'est souvent sur le côté tracking et donc côté ce qu'on fait, notamment côté Google Tag Manager, dans l'envoi et dans le tracking, donc dans l'envoi des événements de pages vues et des autres événements qu'on peut traquer. Ce qu'on voit ici, c'est que en fonction de l'ordonnancement des événements, le fait d'envoyer un événement, par exemple comme le scroll, avant un événement de page vue, c'est un élément qui peut créer du node set sur les landing pages, du fait de cette petite erreur de tracking dans le déclenchement, dans l'ordre de déclenchement des événements, qui peut créer du node set. Donc on va dire que c'est plutôt côté implémentation et côté technique qu'on va pouvoir réparer une partie et rarement la totalité de ces effets-là. C'est aussi causé parfois par des sessions où on n'a pas d'événement de page vue, puisque la landing page vient de la première page vue. Donc s'il n'y a pas d'événement de page vue, on peut ne pas avoir de landing page paramétrée. Donc ce qu'il faut retenir, c'est surtout côté implémentation qu'on peut corriger ça. Pour autant, on a pour nous un élément qui peut permettre de contourner en partie ces éléments-là. Ça passe par la création d'un rapport spécifique. Alors, à l'endroit que vous préférez, que ce soit comme ce qu'on a montré pendant la démonstration, ou alors dans Looker Studio, ou même dans Explore. Donc ça, il y a différentes manières d'y arriver. Pourtant, on peut créer un custom report qui nous permet de voir le nombre d'événements qui s'appelle Session Start. Donc, c'est les événements qui sont déclenchés automatiquement au lancement d'une session. Et on peut retrouver ce nombre d'événements par page location, ce qui nous permet de retrouver plus d'éléments sur cette notion de landing page que ce que nous donne le rapport landing page à cause du node set. Donc c'est un moyen de le contourner et de trouver des résultats plus précis que ce qu'on a nativement dans le rapport landing page. Sur la partie, c'est un des points qu'on a très souvent et qui est très questionné sur GA4, c'est la notion de unassigned. On a un article, nous, là-dessus, où on a beaucoup creusé ce sujet-là. C'est quelque chose, c'est une ligne qui apparaît, c'est un peu le nouveau node set qu'on avait parfois sur GA3 aussi, qui fait un peu peur à tout le monde et qu'on ne comprend pas toujours. Donc pour nous, cette notion unassigned, on faisait un peu le parallèle avec le cholestérol. C'est-à-dire que pour nous, il y a une partie qui est du bon unassigned et une partie qui est un mauvais unassigned. Et le mauvais est plutôt quelque chose sur lequel il faut agir. Le bon, quant à lui, c'est celui qu'on voit apparaître sur la seconde ligne, ce qu'on appelle unassigned à ce moment-là, qui est au niveau Session Default Channel Grouping. C'est en fait, comme on le voit sur la colonne de droite, Session Source Medium. Il s'agit de sessions en fait qui ont bien une provenance, ils ont bien une source ou un médium. Ici, c'est affiliation un peu spécifique, mais qui sortent en fait des règles de GA4 d'attribution des sessions, c'est-à-dire qu'on va avoir des items un petit peu personnalisés et custom que GA4 ne sait pas reconnaître et classifier dans le groupement de canaux qu'est le default channel grouping, qui en fait va simplement catégoriser le trafic avec des règles en disant si le source medium est organique, alors je vais mettre organic search par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bon unassign. On peut le contourner simplement en changeant de dimension et en s'intéressant au session source. Ce qui est un peu plus embêtant, c'est la notion de unassigned, le mauvais unassigned, où on va avoir du node set, c'est la première ligne que vous avez. De ce côté-là, on va avoir deux grandes familles d'erreurs qui créent ce unassigned. La partie erreur implémentation dont j'ai déjà un petit peu parlé, qui en fait se retrouve à ce moment-là aussi sur le unassigned. On va avoir des soucis d'erreur de déclenchement des événements. Une méthode de tracking qui est le Server-Side Measurement Protocol, qui a une autre façon que la façon habituelle d'envoyer les événements, qui est de plus en plus utilisée, qui peut parfois, en fonction du paramétrage, créer cet effet-là. Aussi l'audience trigger, qui est une notion un peu technique. Donc on va dire qu'il y a une partie qui est technique et l'autre qui est un impact dont Nicolas a déjà parlé avec la reporting identity, qui peut être causé par le consent mode dont va vous parler Nicolas. Et donc, pour contourner ça, on a justement l'utilisation ou non du consent mode, ou en tout cas la modification de l'utilisation des données consent mode. Ça va être beaucoup plus clair quand Nicolas va vous en parler juste après. Oui, donc effectivement, alors le consent mode, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en gros, donc le principe, c'est quand vous arrivez sur un site, normalement, on doit vous demander
votre consentement avant de déclencher Google Analytics 4. Donc l'impact, c'est quoi? C'est qu'il manque une grosse partie de la donnée, en moyenne à peu près 35%. Ça dépend de la tête de la bannière, de votre audience, etc. Et donc Google, il propose quelque chose pour contrer ça. En gros, l'idée, c'est que quand la personne n'a pas consenti, Google s'envoie quand même un hit, juste anonyme, en disant il y a une page vue ou il y a un événement. Et après, en fait, il cherche à refaire une modélisation du coup de ce qu'il avait manqué à cause du consentement. Donc sur le papier, même si je ne sais pas si c'est légal, c'est intéressant, mais ça a quand même des impacts. Donc en gros, comment savoir s'il est appliqué? Donc comme je vous le disais, chaque fois que vous voyez le petit, en haut d'un rapport, là, le petit signe de danger, il faut cliquer dessus pour voir. Parce que vous avez différentes notions. Le thresholding, là, je vous en ai parlé avant déjà. Unsampled, en fait, le sampling, en réalité, c'est pas comme le thresholding, mais pour le coup, ça s'applique quand même assez rarement. Donc, vous avez moins de problèmes de sampling que dans GA3. Enfin, vous en avez d'autres à la place. Et le estimated user data, ça veut dire que c'est pas la donnée mesurée, c'est la donnée recalculée avec le consent mode. Et à droite, on voit peut-être pas très bien, dans le reporting identity, là, j'ai choisi blended et dans la liste des petits sujets qu'il utilise, il me parle du consent mode. Donc ça, c'est pour savoir si mon compte utilise le consent mode. Donc pour ça, il faut déjà que au niveau de la collecte, dans GTM, les gens qui l'ont mis en place remontent ces données et que dans le back-office, vous l'ayez activé et qu'il y ait suffisamment de volume. Donc c'est pas tout le monde, mais il y a des gens qui l'ont. Donc après, on peut se poser la question, est-ce que c'est fiable? Parce que ça paraît être une bonne idée. Le problème, je trouve, c'est que en fait, c'est une estimation. Donc les ordres de grandeur sont pas mauvais, mais vous savez pas comment c'est fait. Et donc l'impact de ça, il y en a deux. C'est un, en fait, vous avez déjà une hausse un peu du trafic unassigned dès que vous l'activez. Et l'autre chose, c'est que si vous détectez une anomalie, par exemple, moi, je sais pas, j'ai des clients, ils se retrouvent avec plus de conversions dans GA4 que dans la vraie vie, quoi, dans leur back-office. Et en fait, vous ne pouvez pas vraiment savoir qu'est-ce qui est dû à des problèmes de mesure ou qu'est-ce qui est dû au consent mode. Donc, voilà, souvent, quand on l'utilise, il faut quand même savoir qu'on peut le désactiver, encore une fois, temporairement, en allant dans l'admin. Peut-être à la fin, il y a des gens qui me posent une question, on vous montrera si on a le temps, partageant l'écran. En allant dans l'admin, cocher sur changer les reporting identity pour revenir sur des données mesurées. Voilà, donc en résumé, alors l'idée c'était de regarder un peu des erreurs, c'est pas forcément que vous reteniez tout, etc. Mais c'est de se dire en fait il y a quand même un certain nombre de pièges et ils se retrouvent toujours autour des mêmes sujets. C'est le thresholding en fait, dès qu'il est actif, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème. C'est que potentiellement vous êtes en train de regarder des données fausses, donc faites attention. Allez regarder le traffic unassigned pour voir s'il y a une part importante qui est node set. Et si c'est le cas, en fait, il faut aller voir les gens qui ont fait le tracking, il n'y a pas trop d'autres moyens. Vérifier le rapport des landing pages, là aussi, quand il y a beaucoup de node sets, c'est des problèmes de tracking. Alexis a montré un peu un contournement, mais en réalité, il faut quand même revoir le tracking. Puis il y a vraiment cette idée d'aller dans l'admin, voir le reporting identity qui est appliqué, d'apprendre à jouer avec, et parce que c'est comme ça, et vous n'avez pas le choix, malheureusement. Donc tout ça, c'est des choses, en fait, on n'avait pas à s'en préoccuper avant, avec GA3. Donc je trouve que ça, c'est un peu ce que je disais, c'est que passer l'effet de surprise, on va dire, de GA4 qui est l'interface, en fait, vous avez encore un deuxième effet qui est waouh, c'est quoi ce truc? Pourquoi ça marche comme ça, en fait? Alors maintenant, je vais faire du coup une petite aparté, en fait, qui est plutôt aussi une ouverture. Parce qu'en fait, à un moment, on se dit, bon, il y en a marre, cette donnée est probablement fausse, en plus, elle est soumise à consentement, et donc, en fait, je vais aller regarder dans la Search Console. Et puis, c'est aussi un moyen de vérifier les ordres de grandeur, quoi, savoir si ce que je mesure est correct, etc. Donc, déjà, si on réfléchit bien à ce qu'on a dans Google Search Console et ce qu'on est censé avoir dans GA4. Donc, à gauche de mon graphique, vous avez les clics Google Search Console. Donc, en gros, c'est un clic dans Google, c'est Google qui mesure les clics dans Google. Google, il se passe de votre consentement pour le faire. Donc, normalement, il y a toute la donnée. Après, des fois, ça peut être faux, mais c'est comme ça. Donc, imaginons à gauche, vous avez 100% des clics. Ensuite, la deuxième barre, erreur technique, il y a des gens qui n'arriveront pas sur votre site. Soit ils ont pris une 404, soit la page a mis très longtemps à se charger, ils ne sont pas arrivés sur votre site. Donc, vous perdez forcément quelques clics qui ne deviennent pas des sessions, donc des visites. Après, vous avez l'énorme barre de 35%, là, qui est le consentement. Si vous respectez le consentement, vous perdez nativement un taux qui va entre 20 et 50% de sessions. Après, vous avez ma dernière petite barre qui est les adblockers agressifs ou de notre track. C'est-à-dire que la plupart des adblockers ne bloquent pas Google Analytics ni Google Tag Manager,
mais ceux qui sont configurés de manière stricte peuvent le bloquer. On constate souvent c'est autour de 3 à 5%, pas beaucoup plus, mais quand même. Et puis après, à droite, on ne va pas rentrer dans le détail, mais GA4 comme GA3, quand il a des visites directes, il attribue à la dernière source qu'il connaissait, ce qu'on appelle le last known direct. Et donc, en fait, quand vous regardez des sessions, il y a déjà une petite partie qui est modélisée. Et là, je ne vous ai même pas mis de consent mode. Et donc, ça vous remet un peu de visite. Donc, en fait, à la fin, normalement, si vous n'avez pas le consentement, si vous ne respectez pas le consentement, vous devez avoir des choses similaires entre GSC et GA4, dans les mêmes ordres de grandeur. Mais dès que vous avez le consentement, forcément, ça doit être plus bas dans GA4. Vous avez quand même plusieurs effets qui font que c'est normal que vous ayez des différences. Donc, il y a aussi une option qui est de dire, en fait, je vais intégrer la donnée Google Search Console dans GA4. Il suffit d'aller cliquer dans l'admin, vous faites le lien, en 30 secondes, c'est fait. Ça va vous rajouter à gauche 2 reports. Je ne sais plus s'ils sont natifs ou s'il faut les rajouter dans la librairie. En tout cas, ça va vous les créer et vous permettre de les rajouter. Les rapports Search Console. La réalité, c'est que ça ne vous apporte pas d'infos que vous n'aviez pas avant. C'est-à-dire que le rapport query, c'est exactement les mêmes données que vous aviez dans Search Console et le rapport des URL aussi. La seule chose qu'il essaye de faire, c'est de faire une jointure au niveau de l'URL entre les clics et les sessions. Mais avec des bugs, avec des fois des choses qui ne marchent pas. Donc la réalité, c'est que vous pourriez le faire tout seul. Donc moi, ce que je pense de cette intégration-là, c'est qu'elle est utile si vous avez des utilisateurs, par exemple, qui vous pensez que c'est intéressant qu'ils aient accès à ces données et vous ne voulez pas leur donner accès à Google Search Console. Par contre, pour vos analyses avancées, en réalité, ce n'est pas là que vous trouverez des infos parce que vous n'avez aucune donnée nouvelle que vous n'avez pas par ailleurs. Et donc, après, on arrive sur finalement la solution, mais qui n'est pas facile, pas triviale du tout, qui dit, en fait, à ce moment-là, il y a un truc qui s'appelle Google BigQuery. Il y a Google qui me permet gratuitement d'exporter toutes mes données GA4 brutes, donc tous les hits dans Google BigQuery, et toutes mes données Google Search Console brutes également dans Google BigQuery. Et donc, la réalité, c'est qu'à un moment donné, si on veut dépasser ces limites, faire de la modélisation, comprendre ce qu'on fait, etc., il faut passer par là, qui est un travail, encore une fois, c'est super intéressant, mais ça prend un tout petit peu de temps, c'est un métier. Et du coup, je voudrais aller reprendre une petite note humoristique en citant Jean-Michel SEO, qui est consultant SEO sur Twitter. Il dit, t'as qu'à utiliser Google BigQuery. Moi, c'est quelque chose que je vois souvent, les gens ils disent « ouais, GA4 c'est nul », et tu as toujours quelqu'un qui arrive et qui dit « t'as qu'à utiliser Google BigQuery parce que comme ça, tu as toute la donnée ». Mais la réalité, c'est que Google BigQuery, la requête SQL, elle ressemble à ce que vous avez à droite. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez de la donnée qui est ce qu'on appelle nestée, qui n'est pas ultra triviale et qui, pour retrouver des métriques et des dimensions, est pas si facile. Donc, en gros, super conseil, c'est pas pour vous décourager du truc, il faut y aller, c'est un excellent moyen aussi de découvrir cet outil absolument génial qui est Google BigQuery et de changer votre carrière, vous faire bifurquer vers la data, mais n'attendez pas à trouver des trucs super simples, parce que pareil, il faut comprendre les requêtes qu'on fait, il faut comprendre ce qu'on est en train de regarder derrière, et donc c'est pas si facile. Ce qui m'amène à ma conclusion. Ma conclusion, c'est quoi? Donc j'ai repris, donc ça c'est Aristide chez nous qui aime bien faire des mid-journées de Nicolas Cage. Donc à gauche, vous avez Nicolas Cage qui est triste parce qu'en fait il a perdu GA3. Donc il aimait bien, il a passé 10 ans dessus et puis maintenant en fait il ne sait plus comment faire. Et à droite, vous avez Nicolas Cage le savant fou parce qu'en fait il est passé à GA4 et s'est rendu compte que pour vraiment bien comprendre l'outil, il fallait passer beaucoup de temps dessus et se former beaucoup. Et donc, c'est un peu ma conclusion, c'est en réalité, malheureusement, je pense que quand on utilise GA4, il y a le niveau 1, c'est-à-dire il faut comprendre les limites que je vous montre, et puis derrière, en fait, il faut utiliser Looker Studio, parce que les limites que je vous montrais, le thresholding, vous les retrouvez dans Looker Studio. Et puis, vous utilisez Looker Studio, vous faites vos analyses, vos dashboards, etc. Et après, le niveau 2, c'est-à-dire comprendre fondamentalement ce qui se passe dans l'outil, honnêtement, c'est un peu plus compliqué et dès qu'il y a des anomalies et tout, ça devient un autre boulot. Donc, il y a des alternatives quand même. C'est-à-dire que les gens posaient un petit peu la question,
GA4, pour moi, il a deux inconvénients principaux. Alors, il a deux atouts. C'est relié à la suite Google. Les gens pensent que ça va être facile. Et puis, il est gratuit. Il a deux inconvénients. Un, tous les défauts que je vous ai montrés là, qu'on ne retrouve quand même pas forcément dans les autres outils. Et l'autre chose, c'est quand même l'exemption de consentement. On ne va pas rentrer dans le détail légal et tout. GA4, a priori, est plutôt légal. Enfin, bref, c'est un truc qui a changé dans le temps, mais probablement, vous n'aurez pas de problème à l'utiliser. Malgré tout, vous devez normalement respecter le consentement de l'utilisateur. Donc, vous perdrez de toute façon 30 ou 35%. Sauf qu'il y a des outils qui permettent d'être exemptés, quoi. Donc, on va citer Matomo, Piwik Pro et Piano Analytics, qui sont pour moi les trois les plus intéressants du marché, qui marchent très bien aussi. Et donc, souvent, quand même, ce qu'on voit, c'est des gens qui finissent par soit migrer vers d'autres outils. Alors, en général, quand on quitte complètement GA4, on va plutôt vers Piwik Pro ou Piano, parce qu'ils sont assez puissants. Soit mettre les deux en parallèle. Donc, souvent, on va se retrouver avec GA4 plus Matomo, parce que Matomo, c'est quand même un peu moins puissant, mais ça permet quand même d'avoir, disons, ces données brutes pour des données, franchement, pour du SEO, pour compter des visites qui arrivent sur des landing pages et des transactions qui finissent derrière, ou des événements, ça fonctionne bien. Et en réalité, toutes les autres features de GA4, on n'en a pas tellement besoin, quoi. Voilà un peu pour la conclusion. Et je ne sais pas si on prend les questions tout de suite. Alors, merci à tous déjà. Ah ben voilà, incroyable. Incroyable, quel timing. Merci, merci à tous les deux pour ce tour d'horizon. Très dense, effectivement, hein, certains l'ont noté, mais important. Je pense que la conf aura un certain succès en replay. Donc voilà, d'ici quelques jours, quelques heures même, ce sera disponible en replay. Évidemment, vous pourrez mettre à la vitesse qui vous convient. On va quand même prendre un petit peu de temps pour répondre à quelques questions, même si on est déjà un peu en retard, mais quand même. Alors, on a la question la plus votée, hein, c'est ton avis sur Matomo. Tu viens de répondre en partie. Est-ce que tu veux développer ou est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Alors, peut-être rappeler parce que les gens le demandaient. Donc, tu citais Piwik, Piano et Matomo comme trois alternatives. Je ne vais pas me faire d'ennemis, mais c'est quand même les plus fréquents, les plus standards qu'on voit, quoi. Parfait. Alors, sur la légalité de GA4, c'est vrai qu'il y a quelques mois, il y avait un peu cette question-là. Est-ce que le GA4 va être illégal? Il y avait un peu une procédure en cours. Ouais. Qu'en est-il? Alors, gros sujet, mais pour faire très simple, la CNIL s'est acharnée sur GA4, enfin sur GA en fait, pendant un certain temps, avec pas mal de décisions, jusqu'à dire qu'en fait, finalement, l'utilisation standard d'outils était illégale et qu'il fallait ce qu'on appelle proxifier, c'est-à-dire masquer un certain nombre de choses, des ID, etc. Ensuite, il y a eu, miracle, une décision d'adéquation, c'est-à-dire en gros, l'Europe et les États-Unis ont signé un accord qui va sûrement être attaqué par les gens qui attaquent ce genre d'accord, qui va passer à la Cour de justice européenne, etc., etc. Donc l'histoire n'est pas finie. Mais en attendant, moi, ce que je constate en France, c'est que la CNIL a totalement arrêté. Elle n'envoie plus de courrier ou quasiment plus aux éditeurs. Ils n'ont plus rien publié sur le sujet. Ils ont supprimé la page où ils parlaient de proxification. Ils ont fait une 301 pour ceux qui font du SEO vers la page où ils parlent de l'adéquation, de l'accord signé Europe-États-Unis. Donc, pour moi, il n'y a plus de sujet, en réalité, aujourd'hui, à court terme, sur la légalité d'utilisation de GA4. Voilà. Ok. C'est plus un sujet, en tout cas pour le moment. Alors, une question, je vais vous laisser la lire. Est-ce que les points abordés aujourd'hui peuvent être aussi appliqués à Matomo ou Piano ou Piwik, du coup? Pas vraiment, parce que c'est vrai que finalement, ce qu'on a regardé là, c'est un peu les spécificités de GA4. Après, fondamentalement, en réalité, les autres sont mieux pour ça, quoi. C'est-à-dire que mesurer des sessions, à regarder des landing pages, compter des visites, en fait, ils le font quand même plutôt bien. Et la réalité, c'est on fait moins de nœuds au cerveau avec ces trois outils. Petite exception pour Matomo quand même, parce que Matomo est à la fois très bien et à la fois un petit peu surcoté. C'est-à-dire que une fois que vous avez installé l'outil, la collecte, ça marche, les données, elles sont justes. Simplement, l'interface, elle est franchement limitée. Et l'export de données, les connexions API sont aussi très limitées. Donc, faut être, je suis un peu réservé quand même. Encore une fois, sur l'usage, on est assez vite frustré, quoi.
D'accord. Et alors, question annexe, hein, est-ce que vous voyez un inconvénient quelconque à utiliser les deux en parallèle, plusieurs solutions en parallèle, Piano, enfin, Matomo et Google Analytics par exemple? Non, nous c'est même une reco, honnêtement, de le faire, parce qu'en fait, ça permet. Ce qui se passe très souvent, c'est que vous avez, par exemple, fait des évolutions sur votre bannière, et donc vos chiffres baissent, et puis tout le monde se dit, en fait, est-ce que mes chiffres baissent, ou est-ce que c'est ma bannière qui a changé, et donc c'est le consentement qui a baissé. Ça, c'est le cas classique. Le cas classique, c'est vous avez l'agence qui achète les ads, le display, etc., qui dit, mais moi, j'ai payé 10 000 clics, puis vous voyez 1000 visites, et vous vous demandez, mais en fait, est-ce que j'ai un problème de tracking, est-ce que j'ai un problème de qualité de trafic, qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, avoir un outil exempté en parallèle, je trouve que c'est quasiment essentiel. Et pour le coup, c'est là où je trouve que Matomo a vraiment un sens, parce que c'est quasiment gratuit ou très peu cher ou auto-hébergé. Et je trouve qu'en parallèle, ça peut être pas mal. Après, bon, les autres, honnêtement, si vous avez Piano, franchement, déjà, vous payez une licence. En plus, l'outil, il est quand même assez complet. Avoir GA4 en plus, c'est se faire plaisir, quoi, parce que c'est pas essentiel. Ok, très clair. Allez, encore une paire de questions. Tant qu'on y est, on va poursuivre jusqu'à 17h30. Comment bien se former à GA4? Alors, est-ce qu'il y a des formations que vous connaissez, que vous recommanderiez, ou des articles? Je sais que sur votre site, vous en mettez aussi. Oui, alors sur l'article, on en met, mais qui sont quand même, ils sont abordables, mais c'est pas pour rentrer dans le sujet quand même. En général, on traite justement des problèmes ou des trucs bizarres. On a fait ce webinaire d'1 heure là de formation. Alors le seul petit problème, c'est que je me rends compte qu'on peut pas le re-regarder. Donc j'ai mis le lien. Je vais essayer de me débrouiller pour le rendre accessible. Après, je sais pas, Alexis, vers quoi tu renverrais? Eh ben, comme ça, c'est pas évident. Je sais qu'il y a quand même pas mal de chaînes YouTube Analytics qui sont gratuites et qui donnent des éléments plus ou moins accessibles. Il y a Measurement School, etc., des Analytics Mania, où pareil, il y a des articles qui sont souvent un peu techniques et un peu avancés, mais qui peuvent, sur certaines thématiques, aider un peu à appréhender GA4 et à rentrer dans le vif du sujet, même si encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont assez avancées. Donc, et puis, Emilien, par exemple, là, il est payant, mais il y a plein d'autres trucs. Analytics Mania, c'est un Américain qui fait, je crois, qui fait vraiment plein de vidéos, plein de cours et tout, qui sont bien, qui sont toujours justes, corrects, et je pense que c'est une bonne ressource. Et après, il y a évidemment Simo Ahava, ça c'est pour les gens qui veulent se frotter pour des trucs très compliqués, quoi, un peu le pape de ces sujets-là, de tout ce qui est tracking. C'est un peu l'influenceur numéro 1, quoi. Et ça renvoie à ce que tu disais juste avant. Les sources, elles sont souvent en anglais. Et du coup, pour mieux comprendre ce qui se dit dans ces docs-là, si tu as ton analytics en anglais, ça aide, parce que tu as une correspondance directe. Ok, on va prendre une dernière. Alors, sur avoir des chiffres plus proches de la réalité, ça a été traité dans la conférence. Allez, une question de Pascal sur le délai de la data. Qui constate que sur GA3, c'était quasiment instantané, c'est plus le cas maintenant. Ouais, c'est un point justement qui est assez, qui peut être effrayant quand on regarde les données GA4. Alors, on a quand même le temps réel qui existe aussi dans GA4. Il y a un rapport temps réel qui existe aussi qu'on peut observer, qui ressemble un petit peu à ce qu'on pouvait avoir dans GA3. Mais la petite spécificité, effectivement, c'est les données de la veille qui font parfois peur quand on se connecte à 9h du matin. Sur les données GA4 de la veille, les données sont souvent incomplètes et plutôt fausses quand on se connecte trop tôt. Effectivement, Pascal mentionne 14h, c'est à peu près ça. Hein. C'est-à-dire qu'avant la mi-journée, on a effectivement des données qui sont parfois fausses. On a des fois la provenance des utilisateurs qui n'est pas encore réellement reportée. Donc, effectivement, là-dessus, dans l'interface directement de GA4, pas forcément de solution pour réparer ça, mais par contre, bien garder en tête que les données sont à prendre avec précaution avant j'ai plutôt en tête midi 13h, mais effectivement le début d'après-midi, sur ces données-là. Après, on a encore des solutions pour contourner ça quand on utilise BigQuery, dont on a déjà un petit peu mentionné. Mais effectivement, dans l'interface en elle-même, on a quelques problématiques là-dessus. Ok, c'est très clair. Merci encore à tous les deux pour cette mine d'informations. Voilà, vraiment, on a appris beaucoup de choses. Merci au chat, au dernier qui reste avec nous pour cette dernière conférence de la journée. Hein. Vous êtes encore un peu plus de 300. On vous donne rendez-vous demain, parce que le SEO Square
se poursuit demain avec la première conf de la journée, donc à 9h15. Lucie Rondelet va nous expliquer qu'on peut faire du contenu de qualité avec l'IA, figurez-vous. Et oui, la solution, c'est de passer à l'hybride. Ça va être très intéressant de suivre ça. Et j'en profite pour vous rappeler l'offre spéciale CMJ pendant ce SEO Square, un workspace supplémentaire offert. Je vous dis à demain et bonne soirée à tous. Merci à tous. Bonne soirée, merci. Merci, au revoir, bonne fin de journée.